Le décret daté du 2 décembre 1851, qui donnait au prince-président tout pouvoir pour rédiger une nouvelle constitution, avait donc été entériné par plébiscite, et une constitution fut rédigée qui ressemble comme une sœur à la constitution de l'an 8, qui avait suivi le coup d'État du 18 Brumaire. On dirait qu'on a déjà vu le film. Le président est là pour 10 ans et il est au pouvoir, et c'est pas peu dire, parce qu'il a tous les pouvoirs. Si bien que cette constitution, elle n'a un peu de constitution que le nom, puisqu'elle est rédigée par celui qui gouverne, et non pas faite pour limiter ses pouvoirs. Alors il y a des assemblées, mais d'habitude il en faut 2, là il y en a 3, c'est peut-être un peu une de trop. Il y a le Sénat se compose de 150 dignitaires, très dignes, qui sont nommés par le prince-président. Ça, on n'est pas embêté, on est entre amis. Et ils sont chargés de faire respecter la Constitution, ce qui est simple, puisqu'une seule personne a tous les pouvoirs, il suffit de veiller que personne d'autre ne lui marche sur les pieds. La deuxième assemblée ressemble plus quand même à une assemblée parlementaire, c'est le corps législatif, qui est élu pour 6 ans. Il vote les lois et les impôts. Bien. Et la troisième assemblée, c'est le Conseil d'État, qui est composé de membres nommés, je ne vous dis pas par qui, vous l'avez deviné, et il est chargé de préparer les projets de loi pour qu'ils soient à peu près conformes au droit. Bien. Et le prince-président réside, non pas dans un petit appartement en ville, mais au palais des Tuileries, qui est une partie qui est aujourd'hui détruite, depuis par la commune de 1870, du palais du Louvre, où résident les souverains depuis que Louis XVI a été ramené de Versailles à Paris. Et il vit au milieu d'une véritable cour. Il a l'air très bien. Et en mai, il aime bien quand même sortir de chez lui, et en septembre 1852, il entreprend un grand voyage à travers la France. Alors les gens, à l'époque il n'y a pas la télévision, donc ils sont curieux de voir la vraie tête du prince-président, la foule s'amasse le long des routes, et tout d'un coup, il y a une voix pleine d'enthousiasme qui crie « Vive l'empereur !» Alors soit c'est un bonapartiste convaincu, qui a été placé là à dessein ou spontanément, et puis quelques policiers en civil qui aussi lancent le cri, puis une fois qu'un cri est lancé dans une foule, tout le monde le lance. On aime bien faire tous la même chose. Vive l'empereur! Bon, tiens, pourquoi il m'appelle l'empereur? C'est une temps d'idée. Bon. Mais apprenant cela, non sans surprise, le Sénat se dit, après tout, ce Louis-Napoléon s'appelle Bonaparte. Il n'y avait pas un type qui était empereur qui s'appelait Bonaparte. Alors il cherche dans les livres d'histoire, il trouve, oui, il s'appelait Napoléon aussi. Quelle coïncidence. Et alors du coup, ça leur a donné l'idée, ils se sont dit au prince-président, après tout, pourquoi on ne rétablirait pas l'Empire pour vous? Elle a dit, oh, c'est gentil d'avoir cette idée. Vous y avez pensé? Je n'y avais pas pensé, moi, du tout. Mais puisque vous le proposez, eh bien, faisons un petit Senatus Consulte, et le Senatus Consulte propose le rétablissement de l'Empire, qui est accepté par un nouveau plébiscite le 20 novembre, qui donne 7 839 000 oui et 253 000 non, ce qui veut dire oui, clairement. Et donc l'Empire est proclamé, voilà, puisque le peuple le désirait tant. Et quelle date a-t-on choisi pour cela? Vous l'avez deviné, le 2 décembre, date fétiche. Bon. Et jusqu'en 1860, l'empereur gouverne sans aucun contre-pouvoir. Et la presse est un peu surveillée, tout ça. Un journal peut être supprimé une fois qu'il a reçu 2 avertissements. 2 avertissements, 3 jours de renvoi, après on peut être supprimé. Voilà, tac. Et puis, quand il y a des élections, puisque le suffrage universel existe, il faut bien s'en servir de temps en temps, même si on les met un petit peu couper les ailes. Mais il y a un candidat officiel, alors quand il fait des affiches blanches, ça fait sérieux, les autres ils ont des affiches bleues, vertes, oranges, berques. Et puis le candidat officiel, il a à son service, quand il fait campagne, le préfet et toute l'administration, on le loge, on le transporte, on lui donne de l'argent, tandis que le candidat de l'opposition, il puise dans son petit porte-monnaie, et il fait tout lui-même. Bon. Il y a 2 élections quand même. Et cette première partie, donc, qu'on appelle l'Empire autoritaire, voilà, je pense qu'il mérite bien son nom, eh bien, Napoléon III, vous voyez, on est déjà dans quelque chose
on est déjà dans une autre génération. Hein. Ça n'est plus un homme de la Révolution, c'est le fils c'est un neveu de Napoléon, donc c'est déjà une génération nouvelle, on a déjà changé pas mal d'époque. Il va faire à la fois ce qui est nécessaire pour le pays et puis aussi agir politiquement. Hein. Il y a toujours un peu ce désordre, il y a des légitimistes, des orléanistes, des républicains, il commence à y avoir des socialistes, il y a des bonapartistes, il y a un peu de tout. Il y a des catholiques, les catholiques ne se confondent plus tout à fait avec les monarchistes. Et d'ailleurs, Napoléon III va y veiller parce qu'il va favoriser les écoles et les congrégations catholiques. Et puis il va se chercher à se concilier les forces productives, c'est-à-dire la bourgeoisie industrielle et commerçante et les ouvriers, hein, dont les intérêts ne sont pas aussi divergents qu'on le dit généralement. Et il va profiter pour cela d'une longue période de prospérité qui dure de 1852 jusqu'en 1872, qui touche toute l'Europe. Hein, donc vous voyez, en politique, il faut être habile, mais avoir de la chance, ça ne sert pas à rien. Il va encourager la constitution de sociétés à responsabilité limitée, qui permet à des gens qui ont moins de capitaux de s'associer pour lancer des entreprises, et si ça ne marche pas, eh bien, elles ne perdent pas tous leurs biens, ce qu'on appelle la responsabilité limitée. Il va encourager la fondation de grandes banques. À cette époque sont fondés le Crédit Foncier, le Crédit Immobilier, le Crédit Lyonnais, qui est fondé par Henri Germain, qui est un Saint-Simonien. Hein, tout ça, c'est dans l'esprit du Saint-Simonisme, c'est-à-dire que c'est du socialisme du côté des patrons, entre guillemets. Hein. La Société Générale naît à cette époque aussi. Et elle draine les capitaux, parce que quand même la France s'enrichit. C'est la révolution industrielle. La révolution industrielle pose des problèmes, mais elle provoque quand même un grand enrichissement, il ne faut pas l'oublier. Et Paris devient ainsi une grande place financière. Le retard dans la construction des voies ferrées est rattrapé. Les 33 compagnies existantes sont réunies en seulement 6, qui peuvent emprunter avec la garantie de l'État. Parce que construire les voies ferrées, c'est cher, c'est long, avant qu'on puisse faire rouler les trains, ça prend du temps, donc l'État le garantit, en considérant que c'est une tâche d'intérêt privé peut-être, mais d'intérêt général malgré tout. Et donc c'est l'État qui acquiert les terrains, parce qu'il a le pouvoir d'exproprier les gens, et les compagnies construisent les voies et les véhicules, et puis les font rouler sur les rails, comme sur des roulettes. On assèche des marais, hein, les Dombes, hein, en Sologne, le Cotentin, et dans les Landes, et notamment en Sologne et surtout dans les Landes, hein, qui est un immense marécage, on plante des résineux. Hein, et ces résineux vont servir à fabriquer des traverses de chemin de fer, vous voyez, les choses vont ensemble. Et puis, je signale aussi, Paris est redessiné sous l'impulsion du baron Haussmann. Tout le monde approuve beaucoup son œuvre, je suis beaucoup plus réservé parce que les 3/4 des magnifiques hôtels entre cour et jardin qui existaient, notamment dans le faubourg Saint-Germain, sur toute la rive gauche, les 3/4 d'entre eux ont été démolis, et quand on voit la splendeur de certains de ceux qui restent, on pleure, surtout que certains dataient de la Renaissance. Hein. Et puis on a démoli des maisons médiévales splendides, mais ça n'est pas entièrement dû à Haussmann, le mouvement a continué beaucoup plus longtemps, et puis l'idée c'est d'ouvrir des grandes avenues pour faire circuler les troupes. Donc vous voyez, pour faire circuler les troupes pour mieux tirer sur la population, c'est une conception qu'on peut avoir de l'urbanisme. Bien. Napoléon III signe des traités de libre-échange avec l'Angleterre en 1860, puis avec 11 autres pays. Hein, ces traités sont permis par le fait que la France s'industrialise, donc elle a moins besoin de protéger son industrie. Et puis il y a aussi des raisons politiques, notamment avec l'Angleterre. Napoléon III va mener des politiques qui vont nécessiter que l'Angleterre reste neutre. Donc c'est un geste politique aussi de faire un traité de libre-échange. Et cet essor économique industriel va être symbolisé par les 2 grandes expositions universelles qui vont avoir lieu en 1855 et en 1867, qui sont des événements extraordinaires dans la vie économique qui intéressent le grand public, les ouvriers, les patrons, les inventeurs, tout ce que vous voulez. Et voilà, pour ce qu'on peut dire, c'est que de 1859 à 1869, le commerce extérieur double en valeur. Vous voyez, tout va bien.
Mais c'est le moment de se dire, est-ce que tout va si bien? Car l'homme ne vit pas seulement de pain.